Les maisons de luxe font souvent un choix inhabituel. Elles protègent la rareté plutôt que d'inonder le marché. Cette stratégie entretient une aura d'exclusivité qui soutient des prix premium et des marges élevées, comme l'expliquent analyse sectorielle et théorie économique. Ce film montre comment récit, contrôle et savoir-faire convertissent une offre limitée en pouvoir de prix et valeur de marque durable. Commençons par le moteur de revenus. Les grands groupes du luxe affichent des marges opérationnelles bien supérieures au commerce de détail ordinaire. Cet écart reflète un pouvoir de fixation des prix durable, porté par la perception de la marque, la disponibilité sélective et la disposition des clients à payer pour le statut. Nous examinerons comment ces éléments s'articulent à partir de documents d'entreprise et d'études sectorielles. Hermès décrit un modèle hautement intégré et artisanal qui maintient volontairement la production et la distribution proches de la marque. Cette approche favorise l'artisanat, le contrôle qualité et une expérience client soignée, mais augmente aussi les coûts fixes et de main-d'œuvre. Le compromis se traduit par moins d'unités produites, mais une meilleure résilience des prix et une proposition de valeur distinctive. Posséder des boutiques et investir massivement dans des espaces de vente est un autre choix délibéré en matière de coûts. Les marques citées par les investisseurs privilégient magasins propres et partenaires soigneusement sélectionnés pour protéger l'expérience client et l'image de la marque. Ce contrôle de la distribution limite les points de vente, mais préserve la manière dont un produit est présenté et valorisé sur le marché. Le modèle de revenu repose davantage sur le prix et la marge que sur la quantité. Des rapports sectoriels notent que la croissance récente du luxe personnel est souvent venue d'augmentation de prix et de positionnement premium, plutôt que d'une forte hausse des volumes. Cela fait du chiffre d'affaires moyen par unité un levier que les marques utilisent pour maintenir le rendement sur des séries plus réduites. Le marketing utilise délibérément des indices de rareté. Des méta-analyses académiques montrent que éditions limitées, rupture de stock et signaux de pénurie augmentent la perception d'unicité et l'intention d'achat pour les biens hédoniques ou positionnels. Les maisons de luxe transposent ces effets en lancement, collections capsules et messages d'inventaire soignés pour entretenir la désirabilité. La distribution sélective n'est pas seulement commerciale, mais bénéficie d'un encadrement légal. Les orientations européennes reconnaissent que des systèmes sélectifs peuvent être légitimes pour les produits de luxe, parce que l'aura du luxe contribue à la qualité, à condition que les critères soient objectifs et proportionnés. Cet espace juridique autorise des réseaux de revente triés sur le volet et le contrôle des boutiques. Le récit de marque et l'héritage sont des outils centraux. Les maisons mettent en avant provenance, savoir-faire et communication singulière pour rendre les produits uniques et irremplaçables. Ce récit renforce la disposition à payer et l'horizon de valorisation de la marque, même quand les unités sont rares et la production délibérément contrainte. Le signal de statut explique les incitations des consommateurs. Des travaux économiques classiques considèrent les achats de luxe comme des actes positionnels où la visibilité auprès des pairs importe. Les consommateurs acceptent des prix plus élevés pour envoyer des signaux de richesse ou de goût, et la rareté amplifie ce signal en augmentant la visibilité et la distinctivité de la propriété. La rareté contrôlée façonne aussi les marchés secondaires. Les maisons de vente montrent que des pièces rares et bien documentées peuvent atteindre des multiples du prix de détail, ce qui renforce la perception d'une valeur durable liée à l'extrême rareté. Ces dynamiques de revente alimentent l'aura de la marque et la demande des collectionneurs, mais restent concentrées sur des cas exceptionnels. La rareté augmente la désirabilité, mais crée un risque de demande. Si les prix augmentent plus vite que l'expansion du pool d'acheteurs aspirants, les marques peuvent aliéner leurs futurs clients. Les analystes du secteur avertissent que les hausses de prix stratégiques et le positionnement exclusif
comporte le revers d'un marché adressable qui se rétrécit si les conditions économiques évoluent. Les marchés gris et revendeurs non autorisés sont une conséquence pratique d'une offre officielle limitée. La distribution sélective réduit mais n'élimine pas les canaux parallèles. Les firmes doivent surveiller la revente et protéger leur image. Autrement, une disponibilité incontrôlée sape la prime attachée à la rareté officielle et affaiblit le pouvoir de prix à long terme. Les décisions d'inventaire peuvent être radicales. Des travaux académiques montrent que l'élimination ou la communication de rareté modifie la perception de la marque. Détruire ou limiter strictement le surstock est une tactique controversée qui protège l'aura, mais soulève des arbitrages éthiques et réputationnels, tout en réduisant les actifs récupérables au bilan. Une idée contre-intuitive est que protéger la rareté peut limiter la montée en échelle. À la différence du commerce de masse, où l'expansion multiplie le chiffre d'affaires, l'artisanat et la distribution très contrôlée imposent des contraintes de capacité et de gestion qui rendent la croissance rapide des volumes difficile sans éroder la marque. Qui paie finalement la rareté? Dans bien des cas, ce sont les clients finaux qui supportent le coût via des prix plus élevés. Et les acheteurs aspirants peuvent se retrouver exclus. Les collectionneurs et clients fidèles profitent d'une valeur préservée, mais la répartition sociale plus large de la consommation de luxe se restreint à mesure que la rareté est imposée. Les preuves proviennent de multiples sources. Rapports d'entreprises qui mettent en avant le contrôle de la distribution et la production artisanale, analyses sectorielles sur les stratégies de prix, orientation juridique sur les réseaux sélectifs, expérience académique sur les signaux de rareté et archives d'enchères montrant des primes de revente exceptionnelles pour des pièces rares et bien documentées. Les maisons de vente consignent des cas extrêmes où la provenance multiplie la valeur. Ces archives illustrent les dynamiques du marché secondaire, mais demeurent sensibles au temps et exceptionnelles. Elles montrent que l'extrême rareté et la provenance liée à une célébrité peuvent générer des retours disproportionnés pour un très petit nombre d'objets. Les méta-analyses académiques confirment que les signaux de rareté augmentent systématiquement la perception d'unicité et l'intention d'achat pour des produits hédoniques. Le marketing du luxe applique ces conclusions via des lancements contrôlés, des petites séries et des communications qui amplifient les signaux de rareté auprès d'un public qui valorise la distinctivité. La concurrence et les cadres juridiques autorisent la distribution sélective mais fixent des limites. Les orientations européennes précisent que restreindre les canaux pour protéger une aura peut être licite si les critères sont objectifs et proportionnés, offrant aux marques un arsenal juridique encadré pour défendre leur réseau trié. L'analyse sectorielle insiste aussi sur la segmentation. L'ultraluxe se comporte différemment du luxe dit aspirationnel. Les hausses de prix et les stratégies d'exclusivité peuvent fonctionner pour l'ultraluxe, tandis que les segments aspirationnels bénéficient parfois d'un accès plus large. Les marques divergent donc sur la sévérité de la protection de la rareté selon leur segment et leur stratégie. Sur le plan opérationnel, les modèles artisanaux imposent des contraintes de capacité. La main-d'œuvre qualifiée, les longs délais de production et les contrôles qualité créent des goulots d'étranglement qui maintiennent les volumes d'unités bas. Ces contraintes sont des leviers délibérés de rareté, mais limitent aussi la capacité d'une firme à monter en échelle rapidement sans diluer la promesse de marque. Il existe un calcul réputationnel. Une rareté visible peut renforcer la désirabilité, mais une rareté mal gérée suscite des réactions négatives. Débats de la profession et travaux académiques montrent que l'élimination de stock ou les restrictions extrêmes peuvent provoquer un examen public, forçant les marques à peser l'aura à court terme contre des coûts réputationnels durables. Pour les étudiants en commerce, une leçon pratique. La rareté est un choix stratégique
qui échangent une croissance de volume plus rapide contre un pouvoir de fixation des prix persistant. Les entreprises qui gèrent distribution, savoir-faire et storytelling peuvent préserver leurs marges, mais acceptent aussi contraintes de capacité, coûts de surveillance et une exposition de la demande concentrée comme partie intégrante du modèle. Pour les décideurs publics, la leçon est de la nuance. La distribution sélective peut être pro-compétitive lorsqu'elle protège la qualité du produit et l'expérience consommateur. Mais les régulateurs doivent veiller à ce que les critères soient objectifs et proportionnés afin que l'accès au marché ne soit pas injustement restreint. Enfin, gardez à l'esprit que les retours extrêmes à la revente sont exceptionnels et sensibles au temps. Les archives d'enchères illustrent des possibilités, mais ne définissent pas l'économie ordinaire de la plupart des articles de luxe. Pour la plupart des marques, la rareté soutient une tarification premium régulière plutôt qu'une appréciation façon loterie pour des pièces produites couramment. En résumé, protéger la rareté est un modèle d'affaires intentionnel qui échange volume contre pouvoir de prix, aura de marque et marge à long terme. L'approche repose sur le contrôle de la distribution, la production artisanale et le signal de statut, et elle apporte des bénéfices clairs ainsi que des risques substantiels. Comprendre ces arbitrages explique pourquoi de nombreuses maisons de luxe choisissent l'exclusivité plutôt que l'expansion.